Une femme modeste, une vraie intellectuelle, que personne n'a vu ici ou ailleurs, qui ne se fait pas voir comme c'est notre habitude, nous les femmes sénégalaises. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un modèle. Merci. Merci, chers invités. Merci à tout le monde. Donc, je crois que tout a déjà été dit par n'importe quoi. Je voudrais seulement revenir sur la thématique de l'ouvrage, c'est-à-dire sur l'islam, l'identité et la géopolitique. Les deux choses dont il est question dans cet ouvrage, c'est Michael Wolff, on l'a déjà dit, et Asra Mamani. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur eux, mais c'est le point de départ de mon livre. Leurs ouvrages sont le point de départ de mon livre. Islam, identité et géopolitique. J'essaie de montrer comment ces deux auteurs, d'une manière ou d'une autre, ont compris qu'il faut une utilisation rationnelle de l'islam ou de toute autre religion. Et là, ils mettent en avant le libre arbitre de l'homme pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, l'humanité en général, mais aussi l'individu en tant qu'être humain. Je vais d'abord parler de l'islam. Ce que l'on remarque un peu partout dans ce monde actuel, c'est qu'il y a une incompréhension de l'islam chez plusieurs catégories de personnes, justifiées ou non justifiées. On voit des gens qui prennent comme alibi l'islam, comme alibi comme prétexte, pour se permettre de séparer les gens, de séparer les peuples, et même de frapper de la manière la plus cruelle des êtres humains comme eux. En réalité, les non-musulmans ne sont pas les seules victimes. On pourrait même avancer que les musulmans eux-mêmes en souffrent le plus. Il n'est plus besoin de souligner les rivalités meurtrières et endémiques qui existent entre les musulmans eux-mêmes. L'exemple le plus patent est ce que l'on voit et à quoi on assiste actuellement. Par exemple, dans le cas de la Syrie, la rivalité entre les chiites et les sunnites. Mais il y a aussi de manière interne, à l'intérieur de ces mêmes groupes, d'autres rivalités. Pourtant, un musulman qui suit normalement ce qui est dicté par l'islam et les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, ne devrait éprouver aucune difficulté à pratiquer sa religion librement, tout en respectant l'autonomie des autres, fût-il croyants ou non. L'islam est actuellement au cœur du débat, je l'ai déjà dit, à travers le monde, et ça pour plusieurs raisons, parmi lesquelles je vais seulement citer 4. Premièrement, un bon nombre de musulmans ne connaissent pas bien leur religion. Et la plupart des non-musulmans n'ont pas cherché tellement à comprendre ce qu'est l'islam. Et l'islam, pour le comprendre, il faut un peu l'étudier. La deuxième raison, j'ai déjà dit aussi que l'islam sert d'alibi à des personnes mal intentionnées, qui commettent des forfaits et même des crimes. Et la troisième raison, c'est qu'il y a un malaise qui ne dit pas son nom, et ce malaise est en train de se développer au sein du monde musulman. On remarque des divergences et des clivages que l'on pourrait même qualifier, pas de confessionnel, mais de paraconfessionnel. Et la quatrième et dernière raison, c'est l'islamophobie qui est quelquefois justifiée. Et c'est justifié à cause du terrorisme. Ce terrorisme qui est pratiqué par certains musulmans radicaux. Mais il est quelquefois, cette islamophobie est quelquefois non justifiée
Parce que c'est le fait qu'il importe la bonne graine de l'Ukraine. Il y a des personnes qui ne font pas la différence entre celui-là, qui est un musulman, qui est un vrai musulman, qui respecte et pratique ce que l'islam a dit, et un autre qui n'est musulman que de l'autre. Ensuite, il y a le fanatisme. Et le fanatisme, ce n'est pas seulement le fait des musulmans, c'est le fait de toutes les religions et de toutes les croyances. Et le combat contre le fanatisme nous interpelle tous. Pour en revenir un peu à Michael Wolff et à Ascom Omani, je ne veux pas mettre là-dessus. Tous les deux sont musulmans, mais musulmans d'une certaine manière. Michael Wolff est le plus convaincant. Parce que lui, il accepte, puisqu'il a voulu devenir musulman, il accepte ce que l'islam demande de faire. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les entraves d'un converti, parce qu'un converti, non seulement il se retrouve entre les gens qu'il a quittés, la religion qu'il a quittée et la religion, sa nouvelle religion. Donc il a un combat à mener sur deux fronts. Et c'est ce qui fait la spécificité de Michael Wolff. Mais il s'en sort un peu parce que lui, il semble avoir la foi. Au contraire, Asma Nomani, elle doute et elle nous fait douter. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que les autres professeurs ont déjà dit. Je voudrais seulement dire que je me suis appuyée sur le pèlerinage qui est un voyage. Mais je me suis dit que ce voyage, ce n'est pas seulement un simple voyage. C'est vrai que c'est un voyage géographique. Mais aussi, c'est un voyage qui s'y traduit la vie, qui traduit la quête identitaire d'une personne. Le professeur Daniel l'a déjà dit, chacun de nous est en train de vivre sa quête identitaire. Et cette quête identitaire nous permet de renforcer notre identité, l'identité qui n'est pas statique. Mais l'identité, c'est comme l'éducation. Ça se fait, ça se défait. Et cette identité, elle est une des thématiques de l'ouvrage. Parce que la question identitaire, elle est très apparentée à la religion que nous avons choisie. Mais elle est aussi tributaire de d'autres facteurs. Et parmi ces facteurs, je peux citer, par exemple, l'origine familiale, le sexe, la région géographique où l'on habite, d'où l'on vient. Mais il y a aussi et surtout la langue, les études et la profession, pour ceux qui en ont. Pour revenir à la religion, le choix d'une religion, la provenance d'un milieu quelconque, ou d'une ethnie, ou l'appartenance à un groupe, ou tout simplement le fait d'être né quelque part, ce qui peut être souvent le fait du hasard. Cela pose la problématique de l'identité. Et cette identité est une question centrale et la recherche de réponse consiste à des questions telles que qui on est, d'où vient-on, que deviendra-t-on. Des questions qu'on se pose tous les jours, mais souvent on n'arrive pas à trouver des réponses. Alors, les personnes étant différentes, physiquement, socialement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la naissance, sur le plan de là où on est, on assiste à une multitude d'attitudes par rapport à cette quête identitaire. Et cela, c'est à travers le monde entier. Donc, l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui, faire la part belle à des femmes. Et ces femmes sont aussi en quête d'identité. Et le professeur Kanye a cité Asma Nomani qui parle de Hester Prynne. Asma Nomani se rapproche un peu, pour répondre un peu à la question du professeur Kanye, Asma Nomani se rapproche un peu de Hester Prynne. Hester Prynne a eu un enfant d'un religieux chrétien à l'intérieur de l'Église. L'homme ne s'est pas dévoilé et les
qui n'a pas voulu donner le nom du père de son enfant. Elle a été condamnée à l'échafaud et aussi, avant d'y aller, elle a été obligée de porter la lettre A, une lettre écarlate pendant toute la vie, pour dire adultère. Et Normandie dit, elle aussi, elle a eu un enfant en mariage. Et le père de son enfant a disparu. Elle ne sait même plus où il se trouve. Donc, si Esther est condamnée pour adultère à porter la lettre écarlate A, elle va porter la lettre Z. C'est pourquoi elle la défend, et moi je la comprends un peu, parce qu'il y a une injustice qui est faite, et c'est toujours fait jusqu'à présent. Moi, quand j'étais professeur au lycée, il y avait un garçon qui avait enceinte une fille. On a renvoyé la fille. Il y a quelqu'un qui est venu, un autre professeur est venu, il a appelé le garçon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce que tu es tranquille? Elle, on l'a renvoyée, toi tu viens en classe. Je crois que ça pose l'inégalité dans le genre. C'est une question d'inégalité dans le genre. Et c'est la raison pour laquelle, à sa Normandie, elle met en exergue des femmes. Et la première femme, c'est Marie-Mère de Jésus. Elle met en exergue Marie-Mère de Jésus. Ensuite, elle passe à l'épouse du prophète. Pour montrer que les femmes, là où les hommes ont été, les femmes ont été derrière elles, pour les soutenir, pour les encourager. Marie, c'est la Sainte Vierge qui nous a donné Jésus. Khadija, c'est elle. Quand le prophète a reçu le Coran, les premiers versets du Coran, quand le prophète a eu peur, il a pleuré, c'est elle qui l'a réconforté. C'est celle qui l'a encouragé pour lui dire ça, c'est quelque chose que le bon Dieu t'envoie, n'aie pas peur. C'est parce que le bon Dieu veut faire quelque chose de toi qu'il a fait ça. Et ça qu'il a pris confiance en lui et qu'il a attendu le reste des versets du Coran. Ensuite, elle a parlé de Mère Teresa. Mère Teresa, dont nous saluons la mémoire, qui a beaucoup d'œuvres pour les femmes. Elle a aussi mis en œuvre la femme qui a créé la microfinance en Inde pour aider les autres femmes à sortir de la pauvreté. Elle a beaucoup de mérite sur ce plan-là, mais son principal défaut, c'est qu'elle doute. Et ce doute-là, quelquefois, il n'est pas supportable. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça et je vais passer à la question de la géopolitique. Actuellement, à travers le monde, la terre est occupée par les hommes et les femmes. Mais la plupart de ces personnes n'ont pas trouvé la solution à leurs questions existentielles. Et parmi ces questions, il y a une grande question très importante, celle de l'identité. C'est pourquoi on assiste à des confessionnels que l'on remarque de plus en plus. Et de plus en plus, c'est au sein d'un même pays que cela se passe. L'exemple le plus proche de nous, c'est ce qui se passe en Centrafrique actuellement. Donc, ces phénomènes sont regrettables et sont exacerbés par des injustices. Le soubassement, la cause de ces conflits, ce n'est pas la religion, c'est l'injustice sociale. Et le plus souvent, il y a des injustices économiques. Par exemple, dans le partage des biens et des services. Il y a des injustices telluriques. La terre n'appartient plus au premier occupant. La terre actuellement dans presque tous les pays appartient au plus fort. Il y a aussi les interrelations qui sont inévitables, mais souvent tumultueuses entre l'Ouest et l'Occident. Il y a aussi l'implication des autres parties du monde qui demeure un des points focaux dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, il a été beaucoup question de l'orientalisme. L'orientalisme qui a été un mouvement intellectuel, politique, mais aussi socio-économique. Et dans cet orientalisme, il y a eu des gains comme il y a eu des méfaits. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, et cela des deux côtés. Du côté des orientaux comme du côté des autres, qui sont peut-être, que je pourrais appeler les envahisseurs.
Les rapports difficiles entre l'Est et l'Ouest se font sentir dans l'islam, identité et géopolitique, dans la présentation et l'analyse des événements contemporains, comme le radicalisme religieux, j'en ai déjà parlé, le terrorisme. Il est beaucoup question dans l'ouvrage de ce qui s'est passé aux États-Unis le 11 septembre, le bombardement des États-Unis par les terroristes, qu'on dit islamistes. Et malgré tout, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est quelque chose de positif, parce qu'elle se dit intégrative, elle se dit équilibriste. Mais il y a aussi, on assiste à des traitements de faveur qui persistent. Il y a la pauvreté, la guerre, et ces guerres, on pensait qu'elles n'allaient plus revenir. Mais les guerres refont surface de plus belle. Et actuellement, on se rend compte que le monde est divisé en pôles. Avant, il y avait des pôles. Il y avait des pôles, on parlait de communistes, de capitalistes et des autres, de tiers-mondistes. Actuellement, cela n'est plus flagrant. Ce qui est flagrant, c'est un monde où il n'y a plus de pôles. C'est un monde apolaire. Quoi qu'on dise, le monde est devenu apolaire. Et quand ce monde est devenu apolaire, on n'a plus tellement de références pour gérer ce monde-là. On essaye, on tâtonne, on cherche des solutions par-ci, par-là. Et très souvent, on se rend compte que les conflits refont surface. Des conflits comme la guerre, mais aussi, surtout des conflits économiques. On se rend compte aussi de la difficulté des organismes internationaux qui ont beaucoup de mal à intervenir de façon bénéfique et égalitaire, malgré la notion qui est très partagée, presque partagée par tout le monde, cette notion de responsabilité de protéger. Cette notion, elle est appliquée partout dans le monde, mais cette notion pose quelquefois des problèmes. De plus, on se rend compte que les crises économiques se succèdent. Les attaques terroristes se multiplient. Et l'Afrique, qui était à un moment donné épargnée, est en train de souffrir des attaques terroristes. Ce qui se passe au Mali sont les conséquences, quelquefois, je peux dire, plus ou moins de ce qui s'est passé en Libye. Quand la guerre a éclaté en Libye, on avait dit, attention, l'Afrique n'est pas épargnée. Mais les Africains n'y croyaient pas. Actuellement, les Africains ont tous les problèmes du monde pour se défendre. Ils n'en ont pas les moyens, ils se rabattent sur l'Occident. On a vu ce qui s'est passé au Mali. La France est intervenue pour calmer un peu la situation. En Centrafrique, ils sont encore là-bas. Où sont les Africains? Je vous pose cette question. Donc, on se rend compte aussi que l'ONU, l'Union européenne, l'Unité africaine, la Banque mondiale, le HCR, le PAN, ont un peu échoué. Ils avaient opté pour la mondialisation. Une mondialisation, certes, assez appréciable, parce que cette mondialisation est surtout soutenue par les technologies de l'information et de la communication qui nous ont fait beaucoup de bien. Il faut le reconnaître. Il y a aussi, je vais taquiner un peu les professeurs, il y a aussi une tentative de vulgarisation et d'uniformisation des diplômes de système LMD, c'est un exemple. Mais toutes ces tentatives sont ternies car il y a échec des pouvoirs politiques et surtout dans l'éducation, dans l'emploi et dans le système de santé d'une manière générale. Donc la crise internationale a caractère plutôt économique, mais elle est aussi psychologique, en raison de la pauvreté ambiante qui commence à gagner les mantis dans le temps. On se rend actuellement compte qu'en Grande-Bretagne, il y a le retour de ce qu'on appelle les food banks. Les food banks, c'est des banques de nourriture. Des banques de nourriture qui n'avaient pas existé, qui avaient existé après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui cela revient actuellement. Donc, je vais conclure pour ne pas monopoliser la parole. Dans ce livre, comme l'ont fait Woolf et Nomani, appelle à l'ouverture vers l'autre, surtout lorsqu'il est différent. Il ne s'agira pas d'une ouverture, mais d'un échange vers une synergie, une mutualisation des efforts intellectuels et physiques, afin de barrer la route à l'intolérance, à la démagogie, pour construire l'altérité et l'empathie, sans déconstruire
l'individuation qui est nécessaire à la réalisation des rêves légitimes de tout un chacun. Merci. Yintana yaksi ci kër gi muy diggi njollooro bunti kër gi tëju na mari tëj na dem ak